Salut tout le monde, avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire qu'il est sponsorisé par l'ACA. Alors l'ACA c'est quoi? C'est une assurance vélo contre le vol et la casse. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.laka.co et avec le code SADERAI, vous bénéficiez de 30 jours gratuits. Bon épisode à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans Saderail, le podcast sur un sport où les sorties vélo de 100 bornes en solo sont devenues la norme. Vous avez compris, on va parler aujourd'hui du sacre de Tadej Pogačar aux mondiaux de Zurich, mais pas seulement parce qu'il y a une course femme qui a eu lieu juste avant avec le doublé de Lotte Kopecky. Il y a aussi d'autres courses, les espoirs, les juniors, du chrono, du mix, enfin bref, il y a plein de choses. On ne parlera pas de tout évidemment, mais peut-être que nos deux chroniqueurs du jour vont vouloir parler de quelque chose précisément. Et nos deux chroniqueurs du jour, vous l'avez déjà remarqué, il est en forme, en roue libre, a-t-il dit. Jérémy Saakian est de retour. Salut à tous, ça va être un grand épisode aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout. Alors il y a déjà des fans dans le chat, il y a Acola60 qui est là, Sakina c'est pas... Tu m'as conseillé cette très bonne bouteille de grenadine pour mes sorties vélo, donc je l'ai appliquée tout de suite, je suis allé à Monoprix et je l'ai ramenée. Alors il faut savoir que nous ne sommes pas sponsorisés par cette marque de grenadine, montre-le au maximum, comme ça on va se faire ban de Twitch. Donc je disais, Acola60 dit Sakina, c'est pas une grosse perte quand on ne le voit pas. Voilà, donc ça c'est fait. Et nous avons de l'autre côté, bien sûr, Théo Barré du Kill. Bonjour Théo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi en tout cas de revoir Jérémy qu'on avait plus vu depuis 2022 à peu près. Ouais, depuis 2 semaines. C'est vrai, 2 semaines. Putain, mais le temps passe si vite quand il n'est pas là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a un duel aussi entre les deux puisque vous allez commenter le Tour du Munster, le Sparkassen Munsterland Giro, c'est ça, je crois qu'on dit à peu près dans le bon sens, l'un sur l'équipe, l'un sur Eurosport. Donc vous allez pouvoir juger le qui est... Mais on t'entend pas avec ton micro mort et ton vent. Je suis pas germanophone, donc tu prononces comme tu veux. Ok, très bien. En attendant, nous, on a autre chose à faire. On va peut-être parler des mondiaux, messieurs. C'est parti pour l'assurer le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, On a vécu donc Je crois que c'était l'intro la plus longue du monde. Mais non, on a fait les pires malheureusement, notamment avec Anthony qui raconte souvent sa vie. Donc on a vécu un dimanche de folie, une performance phénoménale de Tadej Pogačar sorti à 100 km pour ensuite s'imposer, donc pas en solo au départ, puisqu'il y avait Koen Simons et Badjoli pendant 35 secondes. Messieurs, très simplement, on a tous vu la course. C'était fabuleux, c'était fantastique. Est-ce que c'est la performance du siècle? Est-ce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu au XXIe siècle, ces mondiaux et cette performance réalisée par Tadej Pogačar? Jérémy, entre deux gorgées d'eau, vas-y. Bah écoute, si tu mets de côté la performance d'Anthony Nicolas à Paris-Chauny il y a une quinzaine d'années, moi je vois pas plus fort que ce qu'a fait Pogačar dimanche. Je pense qu'on y reviendra plus en détail au moment d'évoquer la stratégie, mais on s'est à peu près tous dit quand il a attaqué à 100 km de l'arrivée que c'était complètement con et suicidaire, et finalement c'est lui qui a eu raison et c'est lui qui a gagné. On savait qu'il était capable de ce genre de raid sur des épreuves de prestige comme l'Estradé, mais avec un plateau moindre, mais le faire avec Van Der Poel, avec Remco, sur la classique la plus importante de l'année, c'est quand même un niveau bien au-dessus. Oui, c'est vrai que même lui, l'a dit, Tadej Pogačar a dit ouais, c'est un petit peu fou ce que j'avais fait. Voilà, même si bon, on avait l'impression quand même que ça rentrait dans une stratégie quand même de la part de la Slovénie. On l'a vu sur les images précédentes quand ça a été décortiqué. Théo, toi, t'en penses quoi de cette performance? Est-ce que c'est du jamais vu pour toi? Est-ce que c'est stratosphérique ou c'est commun pour Pogačar? Oui, évidemment, c'est stratosphérique, mais au-delà de ça, sa déclaration, pour moi, c'est de la pure com. Bien sûr qu'il voulait asseoir sa domination comme ça. Bien sûr qu'il voulait démontrer que c'était le plus fort. Moi, je suis pas sûr que c'était si surprenant que ça. En tout cas, pour moi, son attaque de loin, elle était évidemment préméditée. Alors évidemment, ce qui lui sauve le coup, et je pense que c'était quand même le cas dans le briefing, c'est la présence de Jan Tratnik à l'avant dans le premier groupe qui se forme. À partir de là, moi j'attendais juste le kilométrage. Vu la présence de Tratnik devant, je me suis dit c'est du tout béni en fait, c'est du tout. Donc moi je suis absolument pas surpris qu'il ait attaqué d'aussi loin en revanche.
Est-ce que vous avez été surpris qu'il tienne, Jérémy, est-ce que tu as été surpris du fait qu'il tienne autant de temps? Parce que mine de rien, il est parti à 100 bornes. Bon, c'est vrai qu'il y avait du monde au départ avec lui, mais bon, personne ne lui a passé un relais parce que personne ne le pouvait. Il était en train de rattraper l'échappée partie devant. Tratnik lui donnait un coup de main, juste ce qu'il fallait pour revenir sur le groupe, mais après, il s'est fait tout seul, en fait. Enfin, il a été la chercher tout seul, cette victoire. Ah ouais, non, moi, quand il attaque, je te dis, dans ma tête, c'est complètement débile. Je me dis, sur ce parcours, c'est le plus fort. Il peut attaquer à 50, à 60, à 70. Il lâchera probablement les autres. Alors, Evenepoel, on ne savait pas trop, mais on se doutait que ce serait peut-être un poil dur pour Van Der Poel. Et encore, il a été très surprenant. Mais moi, quand il attaque, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il reste énormément de monde en Belgique. Il reste au moins 3 coéquipiers à Van Der Poel. Et je me dis, s'ils sont un peu organisés et à peu près en forme tous, quand tu vois le pédigré des coéquipiers, bah, tu roules pendant 30-40 bornes, tu le laisses s'épuiser à 30 secondes, une minute devant, et derrière tu mets une ou deux cacahuètes avec Evenepoel et Van Der Poel et tu reviens. Mais en fait, je pense que ce que j'avais pas anticipé, c'est le degré de panique de la Belgique et des Pays-Bas. Et à partir du moment où ils ont vu que Pogačar était devant, ils ont voulu anticiper le retour, ils ont grillé les cartouches trop tôt. Evenepoel a brûlé Van Gils sur un mur, alors qu'il aurait pu le garder un tour de plus. Ça a été beaucoup dit dans les débriefs, mais je le redis parce que c'est vraiment important. Et derrière, bah, évidemment, quand tu te retrouves sans équipier, tu veux pas rouler avec Van Der Poel, avec Evenepoel. Quand Evenepoel attaque, il a Van Der Poel dans la roue qui prend le relais. Derrière, tu as 2 Américains, je crois que c'est McNulty et Jorgensen, et les 2 Américains passent pas. Ils passent pas pourquoi? Parce que tu vas pas ramener les 2 autres favoris sur celui qui est devant. Donc quelque part, c'est logique, ils se sont piégés tout seuls. Oui, c'est ça un petit peu, Théo. Pogačar a profité de cette stratégie, cette mauvaise stratégie de la part des autres grosses écuries, des grosses nations lors de ces mondiaux. Pour moi, il avait un seul objectif, c'était de se débarrasser d'Evenepoel. C'était surprendre Evenepoel. Parce qu'en fait, il a dit ensuite, ou même Novak a dit que oui, à la base, notre tactique, c'était d'attendre, pardon, je vais y arriver, le dernier tour. Mais plus tu attends le dernier tour, et plus tu t'exposes à l'explosivité d'un Van Der Poel qui aurait résisté jusqu'ici. Je pense qu'ils ont adapté leur stratégie en voyant que le début de course même s'il y avait eu des choses, le début de course avait été plutôt calme finalement. Ça n'avait pas été l'anarchie la plus complète. Et tout ce scénario-là de la première et la troisième heure de course plutôt bénéficié à Van Der Poel parce qu'il conservait de l'énergie, ça se bataillait pas trop. Et plus tu amènes Van Der Poel vers le circuit final et les 2-3 derniers tours finaux, plus tu t'exposes à rentrer dans une filière de punchers, les boss duraient pas si longtemps, donc qui ressemblait un peu à la filière de Van Der Poel. Donc moi je pense que cette attaque lointaine était extraordinairement préméditée. Il a fait croire que c'était pas prévu, mais que moi je suis persuadé que c'était prévu et que voilà, son seul objectif c'était de s'isoler par rapport à Evenepoel parce que c'est le seul mec qui aurait pu tenir sa roue. Et il l'a réussi. Pour moi, il est déjà 2 jambes au-dessus et je trouve que stratégiquement il l'est parce que pour moi c'était pas tellement une erreur que ça. Bon, ça s'agite un petit peu dans le chat, hein, ça parle beaucoup notamment de la stratégie de la Belgique. Est-ce qu'il y a une erreur lorsque Pogačar sort? C'est ce qu'on demande, Jérémy. Est-ce qu'il y a une erreur de la part de la Belgique à ce moment-là de ne pas avoir sauté dans les roues de Tadej Pogačar, ou est-ce qu'il était de toute façon trop fort pour pouvoir le suivre? Est-ce qu'il y a vraiment une erreur à ce moment-là? L'erreur, elle est d'Evenepoel. Avec le recul, peut-être. Avec le recul, Evenepoel, il doit se dire, et si seulement je l'avais suivi? Mais à l'instant T, ce que dit Théo est très juste. Hein. Mais ce que dit Théo, c'est une analyse à 2 jours de la course, 2 jours après l'arrivée. Sur le moment, moi, si je suis le sélectionneur de la Belgique, je suis content de ce scénario. Parce que je me dis, Pogačar est en train de se brûler les ailes. Et nous, on a Remco avec 5 ou 6 coéquipiers. Et quand tu vois le pédigré des coéquipiers, encore une fois, ils sont quand même censés être capables de maintenir une distance à peu près correcte. Même s'il y a Tratnik, même si Sivakov va passer 3 brins de relais. Oui, mais le problème, c'est que même les coéquipiers étaient un cran en dessous. Hein. Tim Wellens, il a passé 200 mètres à un relais. Stoiven, on l'a pas vu, il a sauté très vite. Mais à 100 km, tu le sais pas. Au moment de l'attaque. Johan me demande si au moment de l'attaque. Je pense qu'à ce moment-là. Hein. Donc au moment de l'attaque. Est déjà sauté.
Ouais, il y a peut-être plus Toivonen, mais enfin, il reste Belot, il reste Wellens, il reste Van Gils, enfin, il reste quand même de la main-d'œuvre, il reste des coéquipiers aussi à Van Der Poel. À ce moment-là, dans une configuration à peu près normale d'un championnat du monde, t'es plutôt en bonne posture. On va pas se mentir. Avec Pogacar, tu sais très bien que tu ne dois pas raisonner normalement, en fait. Oui, tu vas pas raisonner normalement, mais si tu gères à peu près bien ton affaire, bon, logiquement, tu dois le cadrer. Alors oui, Pogacar est très fort. Oui, son attaque était certainement préméditée, comme tu le dis, et avec le recul, c'est finement joué. Mais au moment où il attaque, pour moi, il n'y a pas d'erreur de la Belgique. L'erreur de la Belgique, c'est de s'être précipité, c'est d'avoir brûlé les cartouches, et c'est d'avoir laissé Remco péter son câble. Et c'est un peu assez surprenant, parce que Remco, sur ces derniers mois, je l'avais trouvé beaucoup plus mature, beaucoup plus calme. Il sentait bien la course sur le Tour de France. Il cherchait pas à suivre Vingegaard et Pogacar. Il a assuré sa 3e place. Il a pris son étape. Il fait le doublé au jeu. Et au jeu, il est super malin. Mais là, il a couru à l'envers. Mais encore une fois, à 100 km de l'arrivée, pour moi, il n'y a pas d'erreur. J'entends qu'on puisse se dire, ouais, Evenepoel aurait dû suivre. D'ailleurs, dans le groupe Saderaï, qui a été très actif ce week-end, et tant mieux parce que c'était très drôle, James a tout de suite dit c'est une connerie, honte à la Belgique, etc. Moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Les faits m'ont donné tort. Ouais, beaucoup de choses à dire sur ces différentes stratégies et points de vue. Moi, je pense sincèrement que l'erreur de la Belgique, elle revient en premier lieu à Remco Evenepoel. De pas être là au moment où, en plus, ça visse un peu avant. Hein. La Slovénie met en route. Ils sont loin, ils sont pas regroupés. Oui. C'est une erreur. C'est une erreur de Remco Evenepoel de ne pas être placé aux avant-postes parce que Roglic prend un relais, il est trop loin et derrière ça suit pas. Voilà, c'est tout. Après, ils ont essayé de sauver les meubles. Mais bon, comme le mec est déjà dans une autre sphère, à partir du moment où tu prends un train de retard, c'est difficile d'aller chercher. Mais là, on fait de la spéculation, hein, parce qu'à tout moment, Evenepoel le suit, et ça se trouve dans les 20 derniers kilomètres, il saute. Hein, on peut pas savoir ce qui serait passé. Ouais, mais au moins tu peux pas dire. Tu fais la course avec Pogacar. Là, je pense qu'il a le sentiment de pas avoir été acteur de ce championnat du monde, et a raison. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Bon, dans le chat, on dit quand même qu'il y a une erreur de positionnement. Bon, il y a différents avis. Par rapport à ça aussi, hein. Non mais Théo a raison, à partir du moment où Novak te met un relais de l'espace, que derrière c'est Roglic, hein. Donc le dernier équipé slovène dans le peloton, il y a Tratnik devant, mais le dernier dans le peloton, à partir du moment où Roglic met en route, oui, tu dois être placé. Van Der Poel est à peu près placé, à peu près, parce qu'il doit être 15e dans la file. Mais Van Der Poel, lui, il l'a dit à la fin de la course en interview, moi, dans tous les cas, j'avais pas envie de suivre. À 100 km de l'arrivée, c'était trop loin et je considérais que c'était une connerie. Donc lui était placé, il a vu, il a laissé faire. Après, c'est vrai que les Belges auraient dû être mieux placés, ça c'est sûr. Il y a surtout Acola60 qui dit un seul homme aurait pu éviter cet exploit de Tadej Pogacar. Wout van Aert, ouais. Et d'ailleurs, les Belges ont dit ouais, c'est peut-être le chaînon manquant parce qu'il aurait pu ramener Remco, il aurait pu rouler. Oui, les absents, je sais. Ouais, il manquait Eddy Merckx aussi, Rick Van Looy. Non, d'ailleurs, tu parles d'Eddy Merckx avant qu'on parle des déceptions et tout, des belles surprises de ces championnats du monde. Eddy Merckx a dit ce qu'il a fait, c'est encore plus fort que moi, notamment cette saison, avec bien sûr beaucoup de succès, 23 je crois au total. On a vu un petit Stradé, on a vu un petit Liège, on a vu un petit Giro, un petit Tour de France. Est-ce qu'on est dans ces sphères-là ? Est-ce que ça y est, on est du Pogacar a fait du Eddy Merckx, même du mieux qu'Eddy Merckx, il a dit mieux qu'Eddy Merckx. Non, mais tu peux plus faire du Eddy Merckx, maintenant c'est du Pogacar, la vraie légende du vélo. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans une transition là, parce que tu regardes ses victoires, il n'y a pas le critérium de la Mirabelle, hein, donc c'est que des victoires World Tour, c'est que des objectifs annoncés. Et la manière. Ouais. Et la manière, c'est un point important, et c'est aussi en ce sens que Merckx a dit il a été plus fort que moi, parce que Merckx faisait la comparaison en fait avec la saison où il fait Giro Tour mondial. Et Merckx dit moi le mondial je le gagne à 400 mètres de l'arrivée, lui il part à 100 bornes. Mais quand tu rembobines sa saison, Strade Bianche gagne le doigt dans le nez. En partant de très loin. Tour de Catalogne, je te refais pas le scénario, il va même dans les sprints gagner les étapes. Le Giro, il écrabouille dès la 2e étape. Le Tour de France, il en prend 6. Prend 6 des étapes en plus de. Tu vois, en fait, il n'y a pas de match avec personne. Le seul qui est capable de faire le match, c'est Vingegaard. Et Vingegaard, malheureusement, on sait pourquoi ça n'a pas marché cette année. Mais uniquement sur les grands tours, sur les autres terrains et le reste des temps.
Oui, Sur les uniquement courses par sur les courses par étapes, les grands tours. Mais ce que fait Pogacar, c'est insensé. C'est insensé. Vraiment, moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait pas depuis Merckx que je regarde le vélo. J'étais pas né, mais Ouais, on a des doutes. depuis que je suis le vélo, depuis Armstrong, depuis Froome, depuis Contador, j'ai jamais vu ça. Théo, par rapport On a déjà eu ce débat. Moi, vous connaissez ma position, c'est-à-dire que j'ai quand même tendance à penser que maintenant, quand Pogacar est au départ d'une course, elle m'intéresse moins. Mm. Malgré tout, je suis désolé d'avoir ce constat-là et de refroidir peut-être Ah, un oui, petit non. peu l'ambiance, mais en fait, tu t'aperçois au fur et à mesure des courses que la marge est tellement énorme par rapport, et on parle de Van Der Poel, on parle d'Evenepoel, on parle pas de, de mecs en DN1, quoi. Donc, il les fait passer pour des mecs de Conti, quoi. Mm. Donc, cette marge, toujours, on a déjà eu ce débat-là, on en a déjà parlé. Moi, elle m'interroge, je me l'explique pas. On va être clair. On va être Pour clair. À l'instant, partir de là, pour l'instant, on a juste à la subir. Et je me dis pas que c'est un championnat du monde qui est légendaire dans la performance, mais est-ce qu'il sera mémorable par son scénario ou par sa dramaturgie? Ah non. Hein. Ouais, t'inquiète pas, il y en a qui sont déjà jetés sur le dopage, Ouais. évidemment, comme souvent. Oui, Jérémy. Voilà. Voilà. De toute façon, il y a deux clans. Il y a deux clans et nous, vous savez très bien dans lequel on est, celui de la présomption d'innocence, et on est obligé d'analyser des faits, on est obligé d'analyser l'exploit sportif. Il y a deux camps. De toute façon, il y a ceux qui vont te dire c'est le plus gros escroc du peloton, et il y a ceux qui vont te dire c'est le plus grand champion qu'on ait jamais vu. Pogacar est propre, c'est un phénomène, c'est un extraterrestre qu'il est capable de faire, ça défie toute logique. Mm. Donc il faut rendre hommage à date, il n'y a pas de contrôle positif, il n'y a pas quoi que ce soit. Il faut rendre hommage à la performance sportive. Si un jour on apprend que, bon, bah là on se dira c'était quand même très gros et personne n'était dupe. Mais aujourd'hui, si tu analyses la performance sportive, elle est exceptionnelle. Moi, je suis de l'avis de Théo de dire c'est vrai que quand Pogacar est au départ, on sait qu'on a ce risque-là d'être fixé sur le sort de la course à 60, 80, maintenant 100 km de l'arrivée. On ne peut pas lui en vouloir d'être plus fort. Hein. Ouais, et puis on a déjà vécu, enfin les suiveurs du vélo ont déjà vécu d'autres années, il n'y a pas que celle-là. On te conseille Théo d'aller regarder le cross cet hiver pour te régaler, il n'y a pas Pogacar qui est aligné. Ça dépend qui le commentera. Ah. C'est pas sûr ça. Ah. J'ai entendu que Pogacar voulait faire du cross cet hiver. D'accord, allons-y, allez, bon tiens, allez, on parle d'autre chose parce qu'on a parlé beaucoup de la stratégie des grosses nations, on n'a pas parlé de l'équipe de France qui a été un petit peu en retrait, notamment avec l'abandon d'Alaphilippe très tôt. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'équipe de France lors de ces mondiaux? Est-ce qu'ils se sont loupés ou pas? Est-ce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient? Ou est-ce que c'était perdu d'avance une fois qu'Alaphilippe avait abandonné? Théo, vas-y. C'était perdu d'avance, même avant l'abandon d'Alaphilippe. Hein. Ah bon? Je vois pas ce que ça aurait changé qu'Alaphilippe soit encore là. Hein. Avec des accessis, je veux dire. Je veux pas dire... Tu cours pas de la même façon. Tu cours pas de la même façon. D'accord. Mais pour moi, un mondial, ça se gagne. Hein. C'est-à-dire que si tu me dis, oui, Alaphilippe aurait pu faire podium, ok. Mais un double champion du monde, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher le maillot, c'est pas d'aller faire 3. Hein. Théo, t'en penses quoi? Je te rejoins là-dessus. On fait avec ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. C'est-à-dire que sans quand même mettre crédit à Romain Bardet quand même qui fait une saison quand même incroyablement dense. C'est vrai que ça passe un peu sous le radar parce que certes il fait 11e je crois à la fin hein. Ou 10, je sais plus. Oui pardon 10. En plus il était actif en tout début de course quand Alaphilippe était encore là, donc ça veut dire qu'il en a quand même laissé un petit peu dans le départ. David Gaudu était là. La déception, elle est peut-être à mettre au crédit de Valentin Madouas. On disait que ce circuit usant et long pouvait justement lui correspondre. Pour moi, la petite déception, elle est là. Sivakov, il est dans son rôle quand il est devant. C'est intelligent d'être là. J'aurais fait exactement pareil avec Pogacar. Il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il soit dans la même équipe, etc. Mais quand justement tu as perdu en plus ton leader, évidemment que tu essaies de rester le plus longtemps possible avec le mec qui va aller gagner. Parce qu'il y avait quand même à l'époque, à ce moment-là de la course, 99% de chances que Pogacar aille au bout. Donc moi ça m'a absolument pas choqué et j'ai trouvé ça très bizarre ces polémiques-là.
Et non, côté français, on a fait ce qu'on a pu. D'ailleurs, il y a Latib37 qui me dit dans le chat, pour toi, Jérémy, d'ailleurs, c'est parce qu'il manquait la porte. Et je sais pas si jamais tu veux. On va rendre hommage. On va quand même rendre hommage aux prédictions de la TIB sur ce week-end de championnat du monde. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est quand même assez peu commun, c'est qu'au lendemain du championnat du monde de Glasgow, donc là il faut rembobiner de 13 mois, en août 2023, la TIB m'envoie un message à 22h30 sur WhatsApp, quelque chose comme ça, en me disant « Je viens de me faire tout le parcours de Zurich. Ah, ce sera pas Poggi. Hein. C'est pas si dur, ce sera jamais Poggi. C'est soit pour Wout, soit pour Christophe Laporte. » Bon, bah t'en as un qui est blessé, t'as l'autre qui est à la maison et c'est Poggi qui gagne. Donc super. Sur et le puis, je crois que les- preview, il nous a quand même dit que Pedersen pouvait passer. Donc, Ouais. Oui. Et puis également la victoire de Lippert au sprint contre Kopecky, évidemment bien senti. Et surtout la masterclass, c'est le podium de Mollema, Bah, qui était évidemment au service de Van Der Poel. Donc avant de décrocher un podium, il aurait fallu se lever assez tôt. Mais c'est un all-in. on va Voilà. quand même lui mettre au crédit on va quand même lui mettre le crédit que Mollema a quand même marché au-delà des attentes. Ouais. Meilleur néerlandais derrière Van Der Poel. Ouais, non, mais tu peux lui mettre crédit. Bah, il fait 12, quoi. Et moi, j'ai dit quand même il pétait à 100 bornes, hein. Donc ça n'a pas été le cas. Bon, bref, voilà. Merci beaucoup. Après, sur le parti principal, ils ont tous pété à 100 bornes. Hein. Ah oui, bah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Merci pour ce retour, évidemment. On vous dit tout, les coulisses, voilà, tout ce qu'il y a de mieux. Non. Bien de rendre hommage aux chroniqueurs. Oui, bah de toute façon, si on avait de bons chroniqueurs, ils seraient pas là, hein. Ils seraient tous partis ailleurs. Là où il y a l'argent, même si on est sponsor, n'oubliez pas, pour la première fois cette saison. Allez, on passe les hommes. Hop, petite page qui se tourne et on ira direction les femmes parce que j'ai eu quelqu'un là aussi après cette course, un certain Jérémy S qui m'a dit j'ai rien compris à la course, c'était le bazar. Alors vas-y, donc je répète juste victoire de l'Auto Kopecky donc qui double après l'année dernière, mais après c'était un peu le bazar dans ce qui reste. Jérémy, la parole est à toi. Bah, que dire, si quelqu'un a compris cette course, disons dans les 50 derniers kilomètres, ben, je veux bien qu'il me l'explique. Surtout la course des Pays-Bas. Et tu vois, je me dis, Marianne Vos, plus de 250 victoires au compteur, la plus grande de tous les temps, incontestable, etc. À la fin de la course, je pense qu'elle a dû se contenir, qu'elle a dû faire preuve de sang-froid pour ne pas envoyer Vollering sur Neptune. Parce que ce que fait Demi Vollering ce samedi, avec une équipe des Pays-Bas qui était omniprésente, qui a roulé devant, avec Rianne Marcus, avec Marianne Vos, ça a été éparpillé par une stratégie qui n'avait ni queue ni tête de Vollering. Et moi, je me dis quel gâchis. Encore une fois, tu as une équipe super puissante au départ, avec Peterson, certes championne du monde espoir, mais on est tous d'accord là-dessus, c'était pas l'objectif du tout de cette course-là, avec Bredevold. Marcus, vu le travail qu'elle fait, elle termine quand même 9e, donc c'est qu'elle avait quelques cartouches. Pour moi, Vollering, elle a couru non seulement à l'envers pour ses propres intérêts, mais elle a couru aussi à l'envers par rapport aux intérêts de l'équipe des Pays-Bas. Il n'y a qu'un seul moment où finalement elle a été lucide, c'est au moment où Longo Borghini a attaqué, pour revenir sur le quatuor de tête où il y avait Marianne Vos et Rianne Marcus. À ce moment-là, ça faisait quelques kilomètres que Vollering ne passait pas de relais. Elle a accompagné et ils sont rentrés devant. Et qu'est-ce qu'a fait Vollering tout de suite après? Elle a contré. Mais elle a contré pourquoi? Elle a contré pour faire sauter. Que ça, elle compte toute l'année comme ça. Ben oui, mais elle a contré Marianne Vos et elle a contré Rianne Marcus qui ont sauté, qui sont Vos est plus ou moins rentré ensuite, etc. Et moi, je commence à me poser des questions sur quoi? Sur l'ambiance et sur la personnalité autour de Vollering. Je la connais pas du tout personnellement, mais ce que j'ai vu sur le Tour de France, notamment le jour de la victoire de Vass, quand elle tombe, que personne ne l'attend, que tous les SD Works à l'arrivée célèbrent la victoire de Blancavas, la victoire d'étape de Blancavas, comme si c'était la Coupe du Monde, alors que potentiellement elle venait de perdre le Tour de France, déjà ça m'avait un petit peu inquiété. Et là, voir une équipe des Pays-Bas complètement désunie, Vollering courir à droite, à gauche, en dépit du bon sens, ben, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe autour de Vollering en fait? Pourquoi? Moi, j'ai pas la réponse. Non, mais c'est vrai qu'en plus, elle est sur le départ de SD Works. Elle va changer d'équipe l'année prochaine. Donc, ça aussi, ça peut expliquer une partie. Le contraste en ce sens, c'est quand même frappant avec Pogacar qui finalement fait, en termes de supériorité, est un peu comparable avec la supériorité de Vollering chez les femmes et qui, lui, pour le coup, arrive à unir autour de lui, autour de sa personnalité, autour de ses objectifs. C'est vrai qu'on retrouve un peu moins ces choses-là avec Vollering, que ce soit chez SD Works, même dans son équipe de marque, et encore moins dans l'équipe nationale des Pays-Bas, où on sait que depuis quand même plusieurs années, on n'aime pas l'entente cordiale. Alors,
Ça, on Si, doit c'est l'entente cordiale justement, reconnaître. mais Voilà. C'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques de Pékin, pas du tout, de Tokyo, t'as Voss, t'as Van Vleuten, t'as Van der Weyden, t'as Vollering, t'en as pas une qui se sacrifie pour les autres. Résultat, tu paumes, tu fais gagner une Kidam. Et l'année dernière, au championnat d'Europe, tu fais doubler Bredevol de Vibos et tu trouves quand même le moyen de faire la gueule dans le bus parce que c'est pas celle qui devait gagner qui a gagné. Donc oui, c'est vrai que l'ambiance dans les sélections néerlandaises est rarement au beau fixe, mais là, je trouve que c'est quand même très marquant. Et je me pose vraiment la question pourquoi. Quand tu as une coureuse comme Vollering, pourquoi est-ce qu'elles font comme ça? Pourquoi est-ce que les autres ne font pas bloc? Et pourquoi elle ne fait pas bloc avec le collectif? Ouais, c'est peut-être des consignes. Après, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que pour le coup, il n'y avait pas d'oreillette, donc peut-être qu'ils auraient mieux senti la course. Mais après, c'est les consignes. Non, c'est pas des consignes. En fait, si ça arrive une fois, tu te dis oui, bon, c'est un raté, mais en fait, c'est toute la saison. Si tu te rappelles des Strade Bianche l'année dernière, Bien elles se sûr. font la guerre avec Kopecky sur la ligne, elles manquent de Sfutrota, bon, elles Tout font à 1 et fait. 2, Vollering gagne, et tu te dis ça rentre dans l'ordre parce qu'après, la SD Works est tellement supérieure qu'il gagne tout, il n'y a aucun problème. Cette année, Tour de Romandie, c'était il y a quelques semaines, elles refont la même. Donc tu te dis, bon ok, Vollering Kopecky ça matche pas, mais alors pourquoi Vibos elle a pas attendu quand elle est tombée sur le tour? Pourquoi il y a que Bredevol? Il y a plein de questions maintenant qui se soulèvent, et tu te dis, bon c'est peut-être le moment de changer d'air pour Vollering, donc hâte d'être en 2025. J'ai une petite question sur cette course par rapport aux Français parce qu'on a fait sur cet échec de la part des Néerlandaises qui a profité à Lotte Kopecky qui a réglé tout le monde au sprint dans ces derniers hectomètres. On a l'impression que on y arrive, en tout cas côté masculin, à réaliser de belles choses. Il y a aussi de belles cartes. Du côté de l'équipe de France, certes, c'est difficile d'entrer dans la cour des toutes grandes, mais on a l'impression qu'ils étaient encore une fois pas présents dans les moments les plus importants. Je sais pas si est-ce que c'est à cause d'un mauvais coaching ou quoi que ce soit, ou c'est juste elles sont trop faibles. je pense qu'on n'a tout simplement pas le profil Ouais. pour ce genre de circuit. Juliette Labous c'est un monstre de résistance et d'endurance, etc. Mais on l'a bien vu, elle est passée à l'attaque une fois. Elle a pris 10 mètres et puis derrière, il faut du jump, il faut de l'explosivité sur ce genre de circuit, il faut de la résistance. Et pour moi, on n'avait pas ce profil-là de coureuse. Evita Music semble être un petit peu en déclin fin en de ce cycle, moment. Ouais. de cycle, c'est même pas un cycle, c'est en fin d'année tout court, hein. Et, elle a beaucoup couru. Et moi, je voudrais quand même rendre hommage à ce storytelling autour de Pauline Ferrand-Prévot. Je trouve qu'on en a fait mais des tonnes et des tonnes pour ça. J'admire la championne, j'admire sa résilience, cette faculté à dominer le VTT, mais qui vraiment était assez sobre d'esprit pour penser qu'elle allait se transformer immédiatement en podiumable d'un championnat du monde sur 155 bornes et sur une course de 4 heures. Pour moi, je regardais ça d'un œil vraiment assez circonspect et bon, malheureusement, ça nous a donné raison quand même. Même si j'ai hâte de quand même la voir avec une vraie préparation. Je dis pas Bien sûr. qu'elle sera pas en capacité de le refaire, mais franchement, la petite soupe qu'on nous a servie quand même pendant 4 jours était un peu épicée. Jérémy, une réaction par rapport à ça? Mieux. Pas mieux, c'est Pas parfait. mieux, je rajoute rien. Non, si ce n'est à part la sélection de Pauline Ferrand-Prévot qui effectivement me laisse pantois. J'étais curieux quand même, moi j'étais moins tranché que Théo. Je me suis dit, si elle vient, c'est toujours pareil, les champions ils se connaissent. Je vais laisser le bénéfice du doute. Si elle vient, c'est qu'elle veut se tester, c'est qu'elle veut voir, peut-être aussi prendre ses marques pour l'année prochaine, pourquoi pas. Après, elle a potentiellement pris la place de quelqu'un d'autre, ça c'est un problème. Après le reste de la sélection, pas grand-chose à dire. Autant pour moi, la sélection des Jeux était totalement à côté de la plaque. Et ça me reste un peu en travers parce que je pense qu'il y avait bien mieux Après, à faire. quel profil on aurait eu à sa place? Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression non plus qu'elle vole la place de quelqu'un qui aurait été Non, je sais pas. inamovible. Bien sûr. C'est juste la Bien sûr. probabilité. Il y a quand même certains papiers qui la présentaient comme une potentielle top 5 de cette course quand même. Enfin, faut se rendre compte Après, c'est à nous aussi, profession, et de nous remettre en cause. Mais bon, voilà. Moi, si j'avais un truc à ajouter sur l'équipe de France, c'est ça, quoi. Parce que, oui, mais tu fais un coup de com', je suis d'accord avec toi. Tu fais un coup de com'. oui, on est esclave aussi de l'actualité, donc forcément on la traite, mais voilà, je trouvais qu'on en avait fait un peu trop quand même.
Je voulais Mais aborder. sinon, rien d'autre à rajouter. Ok. Je voulais aborder les surprises, les déceptions de ces mondiaux. On n'a pas parlé chez les gars, mais on va pouvoir en parler, notamment la deuxième place de Ben O'Connor qui fait partie des grosses satisfactions. Grosse saison de la part de l'Australien. Il est dans le, je crois, top 6 à l'UCI, je crois, sur la saison, entre son Giro, entre sa Vuelta. Là, il va chercher une deuxième place. Saison. Énorme. Non, mais Ben O'Connor, énorme sa saison. Faut se rendre compte qu'il est tout près, d'avoir autant de points que notamment Mathieu Van Der Poel sur une saison. Je pense qu'il peut pas optimiser ses qualités autant qu'il l'a fait cette année. C'est dommage qu'il parte. Soit même sur les grands tours, parce qu'il a profité des circonstances de course, etc. hein. Mais chapeau. Et puis même si on s'intéresse juste au mondial, le mondial de l'Australie est quand même intéressant. Dans les nations qui, entre guillemets, outsiders, ils font partie des nations qui ont le mieux analysé la course. Certes, Michael Matthews est un peu en retrait, mais le move de Jevine est assez intelligent quand même, loin. Derrière, ils sont là avec O'Connor. Donc, et on l'a vu, hein, parfois, O'Connor est limite dans des ascensions. hein. C'était, je pense, pas le plus fort des 6 ou 7 qui arrivent pour le podium. Donc, on nous disait que c'était un mec qui avait du timing. Et ouais, en effet, il sent bien les choses, Ben O'Connor. Jérémy, sur O'Connor. Du diable, vraiment pour dire d'être contradicteur, parce que Théo a tout résumé une nouvelle fois. C'est vrai qu'il est 6e au classement mondial. C'est vrai qu'il est quasiment à égalité de points avec Mathieu Van Der Poel. Mais l'année prochaine, on fait la même émission à la même date, et je te mets au défi de me dire qui t'a marqué et qu'est-ce qui reste de la saison d'O'Connor. Il va rester son début de saison, c'est vrai, il lève les bras, je crois que c'est sur l'UAE. Mais malheureusement, il est placé. Alors des fois parce qu'il sent bien la course, des fois parce qu'il bénéficie de circonstances. Il apporte énormément de points à Decathlon et G2R, donc ça c'est génial. Après, moi j'ai du mal à m'ambiancer sur des mecs qui sont. Non, mais avec les qualités qu'il a, c'est un peu comme la saison de Gilles Simon au tennis où il finit top 10 sur une année de tennis. C'est parce que tu as tout qui s'aligne un peu pendant une saison et je lui souhaite pas, mais ça va être difficile de rééditer pareille saison année après année parce que maintenant on va s'en méfier quand même un peu plus, davantage. Il sera pas 5 minutes. Parce qu'il a aussi bénéficié de ça quand même. Donc il faut savoir les prendre ces saisons-là. Il fait quand même partie des meilleurs autres que les fantastiques. Je déteste cette expression, mais il fait partie des grands coureurs de cette saison. Mais dans 10 ans, dans le Sporcle des mondiaux, ce sera le nouveau Navardoskas. Ce sera le mec qui a fait 2, quoi. Ouais, ça c'est possible parce que on avait même la régie avait oublié O'Connor, on savait plus où il était pendant un moment et on le voit arriver dans la dernière ligne droite. Trop dur, Jérémy, avec ça quand même. Bon. Les autres bonnes, les bonnes surprises, Scullins aussi très 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 haut mondiaux, il aurait mérité de monter sur la boîte. Tom Scullins. Alors on me dit dans le chat, podium scandaleux pour Mathieu Van Der Poel. Je trouve pas si scandaleux. Alors attends. Scandaleux à Liège peut-être, parce qu'il est 3e, mais dans les faits, c'est le 25e plus fort. Là, c'est dur, hein, parce que je trouve qu'il a quand même été très très bon. Et Benelli, bien sûr, pour le flow, bien sûr, qui fait une grosse course avec Tom Scullins. Peut-être on parle de scandale sur l'épisode du trottoir, peut-être à la limite. Mais, sportivement, il avait préparé ça et je pense pas qu'il puisse faire meilleure course. C'était un circuit quand même dur. Hein. Voilà. Pour moi, il est à sa place sur ce genre de circuit. C'est le meilleur des sprinter punchers. Hein. Pedersen, derrière, il est un peu plus loin. Hein. Ouais, on me confirme que c'est l'incident du trottoir. Bon, écoutez, je sais qu'il y a de mesures des fois. Oui. Et on nous pas ça, c'est des gens qui n'aiment pas le vélo, en fait. Ça, c'est des gens qui étaient contents de voir que Mickey Scher était disqualifié du Tour des Flandres parce qu'il avait balancé le bidon. C'est des gens qui ont fêté la victoire de Battistella quand Nils Ekhoff s'est fait déclasser après 250 bornes sur le championnat du monde d'espoir. Ok, il y a des règlements. Mais un petit peu de bon sens, ça va. Il a monté un trottoir de 10 mètres. Mikel Landa aussi s'est fait. Non, a perdu du temps, je crois. Sur ça, il y a quelques mois aussi. Alors, donc, des déceptions, dans la course masculine, vu qu'on est là-dessus. Est-ce que vous avez vu des gens qui sont complètement passés à la trappe? Moi, je trouve. L'Italie, c'est un 0 point. C'est leur pire. J'ai regardé. Hein, c'est leur pire résultat
de leur histoire. Alors, tu vois, j'étais en train de chercher qui j'avais vu pendant ces mondiaux. Enfin, Je crois que Badjioli fait 25e, il me semble. Badjioli, il me dit, il a tenu 30 secondes dans la rue de Pogacar. Oui, Tu me demandes qui t'a vu, moi je te dis qui j'ai vu, j'ai pas vu Pozzato, Ah, les Espagnols, Non, ils étaient où ils étaient où? Alors, Enric les Mas. Espagnols. Oh. Moi j'allais enchaîner sur les Espagnols. les Espagnols, ils s'en sortent bien, moi je trouve quand même. Hein. Ils s'en sortent super bien sur le résultat, mais moi j'ai pas compris comment ils avaient couru. Le pompon, c'est quand même Castrillo qui est quand même en bonne forme, qui met un obus, qui se fait harakiri, et derrière il y a un contre, et il y a plein d'Espagnols dedans. D'accord, pourquoi pas. Donc les Espagnols, ils avaient l'équipe pour faire un peu mieux. Et puis déception, moi tu me l'enlèveras pas, mais c'est la Belgique dans son ensemble. Les Pays-Bas aussi, parce que je mets même Van der Poel hors du lot, parce qu'il a fait comme il a pu sur un circuit qui n'était pas simple. Mais globalement, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup couru en équipe non plus chez les Pays-Bas, quoi. On me dit aussi pourquoi pas la Grande-Bretagne, mais c'est vrai qu'on en attendait pas spécialement, mais c'est vrai que j'ai oublié. Je sais pas. J'avoue, c'était mes outsiders quand on a fait le preview, mais on a vu Oscar Olney dans un contre. Ils se sont défendus avec leur chance à eux. Hein. Mais l'Italie, quand même, c'est historique. Hein, ce genre de performance sur un mondial, quand même, c'est du jamais vu. Hein. Pas ouf aussi le Vatican qui a été lâché très tôt dans cette course. Ah ouais, non mais franchement, moi j'ai pas compris. C'était vraiment une grosse désillusion aussi pour moi. Sinon, on va essayer de parler pêle-mêle, pardon. C'est mieux comme ça. De tout ce qui vous a plu pendant ces mondiaux, s'il y a un truc que vous avez retenu, que vous voulez donner comme information, qui vous a plu, un petit moment de réflexion, là je suis en train de bricoler un petit peu pour vous permettre de vous dire tiens, j'ai pensé à ça, et je vais donner la parole à Théo, vu que c'est le seul à avoir regardé le contenu qui a été le bon élève, et c'est assez rare pour le coup, enfin par rapport à Jérémy qui est souvent le bon élève. Je suis pas coupable. Ouais, bravo. Allez Théo, un truc. J'ai pas écouté la question. Super. Alors, hop. Alors, Jules vient de lui dire qu'il a été bon élève cette fois-ci. Il écoute même pas mes questions. Alors, là, la balle est relancée du côté de Jérémy. Jérémy, reprends, s'il te plaît, le lead. Écoutez la question, chef. Je peux vous répondre. Ah, bah, bravo. Merci, Jérémy. Vous êtes le meilleur. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Globalement, j'ai bien aimé encore une fois le chrono par équipe, le relais. Je trouve que c'est une discipline qui est sous-cotée et je regrette que les meilleurs mondiaux ne viennent pas systématiquement. Alors, c'est pas le cas de tout le monde parce que certains sont venus quand même, mais ça me plaît. J'ai adoré, c'était le chaos, c'était n'importe quoi, j'ai rien compris, mais j'ai adoré le final de la course femme élite parce qu'il faut quand même dire qu'on a assisté en termes de suspense à la course de l'année. Et puis, il y a une autre épreuve que j'ai appréciée aussi, c'est le final des espoirs. Je les ai pas toutes regardées, notamment les juniors, etc. J'avoue que j'ai pas tout suivi. Mais j'ai regardé les 30-40 derniers kilomètres des espoirs et j'ai trouvé ça très sympa. Surpris aussi de voir un gros gabarit comme Behrens gagner cette course-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait dire à ce moment-là, peut-être c'était contre-intuitif, mais ce qui m'a fait dire que il y avait peut-être une chance de battre Pogacar le dimanche sur la course élite. Pogacar est trop fort, mais quand tu vois une grande carcasse d'1m95 qui est plutôt réputé pour son sprint, s'accrocher, même si c'était pas le plus fort, et venir à bout de tous les autres, tu te dis il y a peut-être un spot confirmé le lendemain par la victoire de Kopecky. Donc ça m'a un petit peu rehaussé la hype pour le dimanche, qui a été évidemment très rapidement touché. Dans le chat pour prolonger ça sur Beren, c'est quand même intéressant de voir au niveau supérieur parce que Visma l'a signé du coup, puisqu'il était que dans le développement de Lidl. Visma l'a signé pour 3 ans et c'est vrai que c'est un profil quand même de sprinter puncher. Alors certes on connaît hein, les Girmay, les Pedersen qui grimment bien, les Van der Poel, etc. Mais un mec aussi fort sur des petites bosses, ça peut faire de gros dégâts parce qu'il y a quand même pas mal de courses avec des petits taquets, avec des courses usantes comme ça où il sera assez vite, je pense, dans le bain. Si moi j'ai confiance en la construction d'un calendrier assez intelligent pour lui et sa première année. Donc moi je serais très curieux la saison prochaine de voir son évolution. Alors qu'il a un physique à la Wildchild, hein, presque. Behrens. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner aussi ce que vous avez aimé sur ces courses. On pourra peut-être y rebondir. Théo, tu avais autre chose à rajouter par rapport à Jérémy? Qu'est-ce que tu as apprécié?
Sur ces mondiaux? Ouais, sur ces mondiaux, ou alors apprécié pas spécialement, qu'est-ce qui t'a retenu ailleurs, s'il y avait un truc qui t'avait malheureusement, choqué? quand même, on en a pas parlé encore aujourd'hui sur ce podcast, mais c'est Ouais. la disparition quand même d'une athlète dans cette semaine de mondiaux. Ouais. Sur Les circonstances en plus, on en apprend encore davantage aujourd'hui qu'elle a été pendant quasiment 1 heure, plus d'1 heure même seule, 2 heures, seule blessée et consciente ou pas consciente, je sais pas, mais c'est un drame qui va quand même tous un peu nous chambouler. Mm. Même si c'est voilà, ça fait partie des risques du métier, on le sait, ils le savent, elles le savent. Et voilà, quand même, on se souviendra de Zurich malheureusement aussi pour ça. Surtout que c'était une personne qui était à domicile, hein, puisque Alpher était suissesse. Pogacar d'ailleurs l'a dit derrière, il s'est exprimé à un moment, il a dit le vélo est dangereux, pareil, il a les mêmes propos que toi, c'est vrai que ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup, surtout du côté de la Suisse, hein, avec Gino Madère aussi. Malheureusement, ils ont été largement touchés. Ok, très bien. Eh ben, on va essayer de passer à autre chose parce que bon, il fallait en parler, c'est vrai. Mais bon, il s'est passé des trucs dans le vélo, pas grand chose. On va faire on attaque pas maintenant. Avant de passer on attaque pas, je sais que vous avez hâte. On va faire une toute petite page de publicité. Si vous êtes à la recherche d'une assurance pour assurer votre vélo de course ou de gravel, sachez qu'il existe l'ACA. En fait, l'ACA, c'est une communauté de cyclistes passionnés comme vous et moi, et contrairement aux assureurs traditionnels, avec l'ACA, votre cotisation varie en fonction du nombre de sinistres, mais ne dépasse jamais votre plafond personnel, ce qui vous garantit toujours un prix juste, mais surtout transparent. Que vous cassiez votre vélo lors de votre sortie du dimanche, en course, ou alors sur Paris-Chauny, l'ACA vous protège, et puis vous pouvez mettre en pause ou stopper votre assurance quand vous le souhaitez, et sans aucun frais. Et puis avec Saderail, vous obtenez 1 mois d'assurance gratuite. Pour cela, il faut aller sur le site laca.co et taper ce code Saderail tout attaché pour obtenir aussi des devis rapides et assurer votre vélo dès aujourd'hui. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, pardon, j'ai une question de Acola60 qui me demande et qui demande à Jérémy Sakian pourquoi tu as un tuyau d'arrosage long de 20 mètres sur un balcon de 3 mètres carrés. Alors, c'est une question que... Ouais, j'ai un tuyau d'arrosage parce que je cultive. Là, il y a du basilic, là, il y a de la menthe et il y a du thym. Donc, ça me fait des arômes pour la cuisine. J'ai même un petit peu de persil pour quand je fais des patates sautées. Donc, voilà pourquoi j'ai un tuyau d'arrosage. Mais vu les douches qu'on s'est prises cette semaine, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Merci beaucoup pour ces informations, c'était très important. Ah, mais c'est important qu'il y ait des moments forts dans le podcast pour que tout le monde puisse avoir de quoi se nourrir. Tu sais quoi, ça sera dans le best-of. Je prendrai juste cette partie-là et je mettrai, tiens, on a parlé des mondiaux. Et tu mettras basilic et le persil. Alors, il y a juste sur le net qui dit, vous avez parlé du retour raté de Pauline. Remercions Anthony Nicolas pour, la pertinence de ses interventions et 2, pour sa fidélité parce qu'il est là depuis le début et presque même avant le début. Ouais, mais il vient plus nous voir maintenant. Donc ouais, juste sur le net dit, vous avez parlé du retour raté de Pauline Ferrand-Prévot. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Tu pourras le revoir en replay sur les différentes plateformes. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire. La victoire de Démare. J'ai une question. La victoire de Renaud Démare à Paris-Chauny est-elle la plus grande victoire de sa carrière, Jérémy? Bah, évidemment. Voilà. Surtout qu'il se rapproche des 100 et il lui en manque plus que 3. Il n'y a pas d'accusation de s'être accroché à la voiture comme dans la Cipressa, puisque Milan-San Remo était son ancienne plus belle victoire. Donc là, on est bien au-delà du soleil. Mais évidemment, évidemment, je n'attendais pas moins. J'ai noté des trucs, mais après, peut-être que dans le chat, encore une fois, ils vont pouvoir nous aider. Van Der Poel qui ne va pas au Lombardie, mais plutôt au Gravel, il a dit que c'était une rumeur venue de on ne sait pas d'où pour le Lombardie. Et j'ai Bench qui s'est terminé il y a pas si longtemps que ça, à l'heure où on enregistre. Ouais. Alors quand même un truc par rapport à ça. Bench femme, victoire de Kat Ferguson. Ouais. C'est vrai. Déjà. Qui, ces dernières semaines, est juste dingue. Et elle gagne au sprint. Il y avait du beau monde. Alors là, il y a Cole qui est victime d'un incident, etc. Mais attention à elle quand même. Emma Norsgaard, c'est pas n'importe qui. Elle s'est mise à son service dans le final pour lui emmener le sprint. Elle est toute jeune. Elle doit avoir 18-19 ans. Sincèrement, chapeau. Et tu l'as pas notifié, mais comme il y a Anthony Nicolas qui pose des questions dans le chat, rappelons qu'on se rapproche quand même dangereusement du début de la saison de cyclocross. Il reste plus que 11 jours avant l'ouverture des Exactocross à Beringen. Et la semaine prochaine, il y aura un podcast cyclocross.
plutôt en début de semaine. J'ai eu Steve ce matin, il part sur le Rock d'Azur, donc ce sera certainement mardi. Mais en tout cas, c'est reparti. Voilà. Ah bah moi je pensais qu'Anthony allait venir nous voir pour nous faire un petit coucou pour nous. Mais il faut tout expliquer ça à faire. la fin. Il faut tout faire à sa place, hein, Anthony. Ouais, c'est comme d'habitude. Non, sur Bench et Bench, on me dit, la team me dit, Jasper Philipsen est-il devenu un poisson pilote? Parce que vous allez revoir le sprint, hein, je vous le conseille. C'est vrai qu'il est parti très très loin, Théo, on s'était fait la remarque tout à l'heure. Jasper Philipsen, en cette fin de saison, il se fait battre par Merlier, il est un petit peu énervé, et là il fait n'importe quoi dans le sprint, j'ai l'impression que ça va plus très bien. J'ai l'impression quand même que Thibaut nous en parlera très bien, puisque sans trahir de secret, il sera avec moi jeudi sur le Tour du Munster. Ah bah voilà, que Oui. des teasings, c'est magnifique ça. Eh Et bah du coup, vous allez pouvoir en rester à parler. l'écoute. Voilà. Donc retour du podcast, un duo sur l'équipe. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait autour des mondiaux. Hein. On peut pas faire mieux. Hein. On peut jouer maintenant. Voilà. Ah, on peut Oui, jouer. parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie, Ah, donc il va falloir accélérer pour aller au quiz. Accélérer, il n'y a pas besoin d'accélérer. On y va au quiz. Allez, c'est parti. Ah oui, on y va. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Jérémy. Alors, Quiz facile aujourd'hui. Il y a 8 noms à trouver. Le thème c'est il ou elle ont brillé aux mondiaux. Oh, ça va. Donc il n'y aura pas de Nashi Mebash, voilà, c'est mondiaux. C'est un format que Théo aime bien parce que je vais vous égrener des noms d'équipes, alors dans le désordre, mais voilà, il va falloir trouver les noms. Cette fois-ci, il n'y a pas de limite. Vous pouvez citer qui vous voulez. Ça peut être le bazar complet. Je m'en fous. Il y aura quand même un système de points un petit peu particulier puisque les premiers sont faciles et les derniers sont plus durs. Donc la première question vaut 1 point, la dernière vaut 8. Voilà. Ok. Et Le chat peut débrouillez-vous jouer. avec ça. Le chat peut jouer évidemment, du coup. Oui, le chat peut jouer et vigilance Johan Tritz pour les questions du chat puisque la dernière fois tu as volé 1 point au chat, donc je serai intraitable cette fois-ci si ça se reproduit. Pas du tout. Il y a un décalage quand tu fais le replay. Il y a Je un ne veux décalage. Pas le savoir. Qui est-ce qui se Qui arrive là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des invités inconnus qui se connectent Ah non. avec une photo de Pogacar. Ben Non, faut virer ça. Le problème, c'est que Bon. j'ai envie de vous dire que celui qui a été invité, il s'appelle Anthony Nicolas, donc. Messieurs, Oh non, bonjour. oh non. Bonsoir. Oui, Je me oui. permets de faire une petite apparition. Non, je vois qu'il vous je reste permets pas. 10 minutes pour le jeu, donc je me suis dit, ils ont un petit peu de temps. Donc je me suis dit, ils me réclament, je me pointe. Donc oui, bien évidemment, le retour des podcasts cyclocross la semaine prochaine. L'histoire du tuyau d'arrosage. L'histoire du tuyau d'arrosage, on n'y croit pas du tout. C'est vrai qu'il y a en tout cas une très belle casquette. Et puis voilà. Non, La grenadine, hein, c'est ça le plus Mais important. arrête de montrer la grenadine à l'écran, on va se faire ban. Mais c'est pas possible. Mais j'ai une équipe de bras cassés. L'autre, il arrive en plein milieu du quiz pour nous parler d'un truc qui a lieu il y a une demi-heure. Non, mais c'est quoi ce truc là? Je gère pas. je viens vous faire. S'il vous plaît, il me reste 2%, donc si vous pouvez embrayer sur le. Bon, voilà, je vous laisse jouer. Je vais vous écouter, les gars. Bon, il est obligé Ah, de. Je vais vous écouter reste. attentivement. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mon chargeur. Oh, Parce d'accord. que ça va pas le faire. Je suis désolé pour ce moment de latence, mais c'est Anthony Nicolas qui nous a mis dedans. Mais déjà, Ok, est-ce qu'Anthony veut participer au quiz? Est-ce qu'il. Est-ce que je peux vite fait m'aider? On se dépêche qu'il y a mon McDo qui arrive là. Non, mais c'est n'importe On quoi. va faire de la pub aussi pour Bon. Quick et KFC, bien évidemment. Je savais que cet épisode serait roue libre, mais je l'imaginais pas à ce point en roue libre. Dépêche-toi, c'est un client pour le jeu là. La faute à qui? On a traîné parce que t'es Ah, arrivé. c'est vrai, Sinon, le bon, quiz je c'est fini. m'excuse. Non mais je m'excuse. Bon. Mais bon, vous avez vu, vous m'avez réclamé. J'ai écouté avec mes gamins, ils me disent papa, faut que tu y ailles là. Personne Non. n'a réclamé. Bon, Personne t'a réclamé. Jérémy. Personne. On On peut y voit aller que personne t'a réclamé. Allez, je commence. Première équipe, la BMC Développement, la Sunweb, la DSM, Hirschi. attends, c'est quoi le jeu? Hirschi. Qui a dit Hirschi. Hirschi? ouais. Moi. C'est moi. Non, attends, c'est moi, n'importe Non, quoi. non. Ah, mais je l'ai fait Non, une c'est demi-heure Théo. avant. Tu rigoles. C'est ou Théo, c'est Théo, c'est Non, Théo. on n'a c'est pas Théo. entendu. Non, mais c'est. Un Non, c'est point Johan, pour Théo. Non, c'est pas. c'est- Si, c'est le chef. Allez, on joue pour 2. Je rappelle le thème du quiz pour ceux qui sont arrivés pour perturber les autres. Il ou elle ont brillé aux mondiaux. D'accord? Mitchelton Scott, Bike Exchange, FDJ Suez, Grace Grace Brown. Brown. AS Brown. Les 2 points pour Théo. Troisième coureur.
On joue pour 3 points. La Rabobank. Sunweb. Ah, c'est Molema. Pas du tout. Non, c'est pas Molema. J'ai été trop vite. Jayco. Orica et Bike Exchange. Matthews. Matthews, bien sûr, qui a remporté le contre-la-montre par équipe mixte. Ok, 3 points. d'accord. Ah, c'est pour ça que j'ai Ah, pas pensé à lui. Ça serait quand même un monde si je gagnais le quiz, les gars. là. Ouais, ça peut arriver. Parce que j'ai Moi, pas- je l'avais, en plus, mais j'ai- je pensais pas qu'il avait fait quelque chose. J'ai pas Pro Cycling Stade d'allumer. C'est rare. Pour une fois. On joue pour 4 points. Stana. EF. X. Et La Orica. dernière. Astana, EF, UnoX et Orica. Lui, on l'a vu dans l'échappée sur le mondial homme et il était également dans le top 5 du chrono par équipe. Waouh, c'est pas facile, Rika. Astana. Avec le Danemark. Magnus Cort Nielsen. Non, mais il a fait l'inverse. Magnus Cort Nielsen, exactement. 4 points pour Johan Tritz. Ouais, je pensais même pas avoir. Il a été chez Astana, Magnus Cort Nielsen. Ouais, ça je m'en souviens, mais c'est plutôt le Orica à la fin. Mais bon, j'avais oublié. Attention, celui-là, il est pas simple. Il vaut 5. Lamprey. La Colpac. UAE. Et je vais vous avouer que je n'avais aucun souvenir du passage de cette personne chez UAE. Et l'équipe qu'il représente depuis de nombreuses saisons maintenant, c'est Ineos Grenadiers. Adepte du chrono. Ouais, j'ai bien compris que c'était le chrono. Sheffield. Yana. Qui? Je sais pas, je dis Sheffield au hasard, mais. Non. Non, mais je te donne un truc pour. Yana. Filippo Ganna, bien sûr. Filippo Ganna. Mais non, mais je suis trop bête. Eh oui. Je Ça pensais fait que- 8 Je pensais à un Britannique. pour Théo. 8, 4, 3. Pour 6 points, HTC Columbia. iRoad. Lidl Trek. Sunweb. Et Bulls Dolzmans. Ah oui, c'est une meuf. HTC, iRoad, Lidl Trek, Sunweb, Bulls Dolzmans. L'ancêtre de SD Works. Lamborghini. 6 points en jeu. Lamborghini. C'est pas Lamborghini, c'est pas Ferrari. On va pas Je faire connais les quel blagues. Tous les podcasts. Je connais quel alors qu'il a même pas son bon nom de famille. C'est magnifique quand même. On n'est même pas sur la bonne nationalité. C'est dur. Là, j'ai pas. C'est plutôt une spécialiste du chrono. Eggert. Bah ouais, j'allais dire Tiger. Non. C'est pas la bonne nationalité, c'est pas le bon continent. Anderson. Et il y a personne dans le chat là pour prendre ces 6 points? Il y a personne là. Ils sont tous morts. Et ils ont entendu Anthony Cola. Il est. Ousmane Gannon. Mais moi, je peux pas avoir le chat en même temps que je vois le C'est pas truc. Ousmane Alors, Gannon. ça servira à rien. C'est une ancienne championne d'Europe. Sur route et en chrono d'ailleurs. Anderson, je t'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pas Henderson. Bah c'est Chabet. Non, c'est une néerlandaise. Comment ça? Deli Vollering. On est trop nuls. Une néerlandaise chez Lidl Trek actuellement. C'est Van Dyke. C'est Van Dijk, bien sûr. 6 mérité. points pour Johan. Bravo. Là, il nous met... Attends, c'est quoi Ça fait 10. Ça fait 10. 10 pour Johan, 8 pour Théo et 3 pour Anthony Cola. Quand même. Lamprey, encore. Androni, De Kninck et donc maintenant Soudal Quickstep. Cataneo. Vacek. Léo, 10 points pour Anthony. Aïe, c'est pas Nicolas, bon ça. qui revient à hauteur de Braquage. Johan Tritz. Retour dans le game. Et ben tout va jouer sur la dernière. 10, 10, 8, 0. Donc le chat ne peut plus jouer. Voilà, soyons clairs. Merci à Ça va jouer entre vous trois. Et on va partir sur la Canyon SRAM. La Live Racing. Ousmane Gannon. La CCC Live. Non. La Top Girls face à Bortolo. Et Ale Cipollini. On parle d'une femme qui a brillé dans le chrono mixte par équipe. Oh là là. Il y avait Realini dedans, de mémoire.
Alors, j'ai pas Moi, donné je la sais- nationalité, moi, je sais mais pas, c'est moi. effectivement une italienne. Lamborghini. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a qu'une seule. oui, je connais je me qu'elle, souviens en Italie. plus qu'il y avait. Je vais vous donner le prénom. Parce que c'est très difficile. Et je pensais que le chat pourrait gagner parce qu'il y a quand même pas mal c'est de pas spécialistes. Mais Realini comme le chat. J'ai dit Realini. Non, déjà. c'est pas réel. Le prénom, c'est Soraya. Pas, Paladine. On est pas loin. Paladine, pardon. Paladine. Paladine, Soraya Paladine. Victoire de Johan Tritz. Ah, ouais, bien sûr. Attends, Théo, il l'a dit, mais il l'a dit après, On derrière, va pour moi. réécouter ça. Ah, on fera un Ah, replay. alors il y aura VAR parce que j'ai pas entendu. Je reconnais que je n'ai pas entendu Théo, donc il y aura VAR. Et après la réécoute, on verra si on révise le jugement. Non, mais je crois que En c'est tout Johan cas- qui a gagné quand même, moi. Ah, merci. Anto, Réclamation. Ah oui, t'es non, le mais toi, bienvenu, par t'es contre, le bienvenu toi, quand toi, tu t'es le veux. plus gros des faillots. T'es le bienvenu quand tu veux, Manto. Et d'ailleurs, je fais la grosse promo pour le cyclocross, hein, bien sûr, le podcast cyclocross avec voilà. Anthony Nicolas. La semaine prochaine, avec bien sûr le Grand Prix de Hochblick en Belgique. Non, j'ai dit n'importe quoi, j'ai pas du tout écouté. tout à Non, l'heure. c'est Beringen. Et par contre, Beringen. juste, est-ce qu'on a fixé le lieu? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est Instagram? On en est où de ce débat? Oui, c'est. On oui. verra, on sait pas trop encore. D'accord. Ah, bah, c'est on super. verra. Oui, bah on verra. Très bien. Bon, Voilà. bah, on va finir sur ces jolis mots. On reviendra vous voir après le Lombardie, je pense, voilà, pour la dernière de la saison. Puis après, on fera le bilan de la saison. On va se régaler pour toutes les conneries qu'on a dit en début. Oui. On fera une comparaison. En plus, Théo, t'étais là, donc. Je serai là. Ah bah, Théo aussi était là. Ça va être super. Sortez J'ai des le popcorn. comptes à rendre. On fera un truc sur les transferts, bien sûr, et les awards pour terminer la saison. Et bien sûr, en parallèle, le podcast Cyclocross. On te demande Insta par pitié bordel. Bon, écoute, on n'est pas tous obligés de vous écouter. Ouais, écoute, moi je me plie à la majorité, mais comme il n'y avait pas de majorité tranchée, Tu sais, dans la tête, ils sont déjà beaucoup, hein, chez Anthony. On s'arrête là, quand même, les gars, parce que l'émission était longue. On a Ouais. perdu un portable, on a récupéré. attendez, Anto. vous voulez le voir mon basilic? Je vais quand même vous montrer mon basilic, parce qu'il dit que je mens, mais regardez comme il est beau. Bon, moi, on s'en fout du basilic. Ok, super. Ah, mais- Ça sera Ah, sur ouais, il est beau. Non, il ces est belles beau. Ça, il images est beau. qu'on va arrêter ça déraille. Bravo. Entre tradition, J'ai envie cuisine de et vélo. bolognaise, là. C'était magnifique. En plus, avec Jérémy qui a fusé son image. Eh bien, c'était un grand plaisir. Pour une capture d'écran, là. Ouais, grand plaisir en tout cas d'avoir partagé avec vous ces moments. Théo, à bientôt. Allez, salut. Salut tout le monde. Salut. Salut les gars! Salut.